nous avons essayé de cibler les actions les plus marquantes, thème par thème, qui vont se succéder. Tout ce qui a été réalisé a été fait bien sûr par les élus, accompagné par le personnel municipal et soutenu par les institutions. On en parlera les uns et les autres tout au long de cette réunion, l'État, la région, le département, l'agglo, que je tiens également à remercier. Comme je le disais, les élus, ils vont pour certains se succéder pour présenter les initiatives, les actions et les réalisations les plus importantes de ces 3 premières années. Après chaque intervention, chaque thème, si vous voulez, si vous avez des questions, parce que c'est le but, c'est pas que d'écouter ce qui a été fait, c'est aussi d'échanger, de poser des questions d'ordre général, pas des questions de particuliers. Si vous avez des questions de particuliers, on échangera autour du verre de l'amitié. Il faut que quelqu'un essuie les plâtres. Donc pour les affaires sociales, la solidarité, le logement, le handicap, la maison de retraite et le CCAS, j'appelle Madame Laurence Thomas. J'ai 50 pages. Vu que j'ouvre le bal, j'ai plein de temps. Non, je rigole. Je vais laisser de la place à mes collègues. Tout le monde doit intervenir. Donc je vais vous parler effectivement de solidarité. Je vais vous retracer certaines actions, bien sûr pas toutes, de solidarité qui ont été faites par la municipalité et le Centre communal d'action sociale depuis le début du mandat. Nous avons fêté les 20 ans de la maison de retraite. Elle a ouvert en 2002 grâce à la volonté de la municipalité et de son maire à l'époque, Robert Alluy, qui s'est vraiment démené pour créer ce bel établissement. Après les discours des autorités présentes, un moment festif et émouvant, nous avons pu réunir certains élus et personnels soignants qui étaient déjà là à l'ouverture de l'établissement. Un moment aussi pour mettre à l'honneur les bénévoles de l'association Sourire des Tuileries qui étaient aussi là à l'ouverture de notre EHPAD. Beaucoup d'échanges, des mauvais, mais surtout de bons souvenirs et des photos à l'appui. Nous avons constitué une équipe de bénévoles formée pour lutter contre l'isolement social à domicile en adhérant à la charte Mona Lisa. Mona Lisa, c'est Mobilisation nationale de lutte contre l'isolement des personnes âgées, personnes malades ou personnes en situation de handicap. Portée par le CCS, l'équipe citoyenne décide collectivement des actions qu'elle souhaite mener. Actrices de l'engagement de proximité, les équipes citoyennes participent activement à recréer du lien social. Tous les membres de l'équipe partagent les principes de cette charte. Les bénévoles se rendent au domicile de ces personnes et organisent des moments de rencontre avec les enfants de notre centre aéré, des sorties, des goûters et d'autres projets. Nous avons également poursuivi la mise en accessibilité des équipements de l'espace public tels que la poste, l'église, la guinguette et des places de stationnement pour personnes ayant un handicap moteur. Il y a également eu la création d'un poste d'une conseillère numérique en mairie pour aider les Bessanais à s'approprier l'outil numérique ou se perfectionner. Avec des rendez-vous individuels et collectifs, nous savons que la fracture numérique affecte 62% des plus de 75 ans. 36% des retraités sont en situation d'électronisme, mais aussi des familles les plus modestes. Les jeunes, victimes insoupçonnées de la précarité numérique, ils sont souvent très équipés avec leur smartphone, sont à l'aise avec les réseaux sociaux, mais une partie des jeunes manquent de compétences numériques et nourrissant des inégalités d'accès après pour trouver un emploi. Autour de la santé, la commune travaille toujours avec les acteurs du monde privé pour l'ouverture d'un pôle médical à l'entrée de la ville côté Tambourin. La ville a cédé à une société d'économie mixte, la CEMABAT, j'ai perdu le fil, et envisage la création d'un pôle de santé et de services avec des bureaux pour un cabinet médical. L'étude de sol a été réalisée et le permis de construire va prochainement être déposé. L'autre projet, au parc d'activités économiques Héliopole, l'ouverture d'une maison pluridisciplinaire de santé portée par Anne Gavalda, pharmacienne à Bessan, et d'autres professionnels de santé de la commune. Une maison pluridisciplinaire intitulée l'élixir de santé, avec des médecins, pharmacie, pôle infirmier, autres professionnels de santé, et ainsi qu'un vétérinaire.
Le plan de financement est en cours. L'ouverture également de 2 résidences d'habitation, la résidence Les Lucs, composée de 9 logements sociaux, route de Béziers. Sur les 9, 8 Bessanais ont eu la chance de l'avoir. L'autre, à côté de Paul Ricard, de l'espace Paul Ricard, la résidence La Misette, avec du logement intermédiaire proposé aux salariés dont l'employeur cotise à Action Logement. 20 villas individuelles de type 3 et de type 5. Un nouveau prestataire pour notre cuisine centrale, la société Sud-Est Restauration, suite au marché public qui vient de se terminer. Sud-Est Restauration est une société familiale avec une entreprise à taille humaine. Voilà pourquoi, entre autres, nous l'avons choisie. Elle sera dans notre cuisine centrale le 1er janvier 2024 pour préparer les repas de notre maison de retraite, du portage de repas à domicile, ainsi qu'à nos enfants mangeant au restaurant scolaire. Création d'un centre socio-culturel ici dans ce bâtiment, des locaux encore en travaux un peu plus haut, doivent se terminer au mois de mai. L'arrivée d'un poste de direction au mois de mars. Dans ces locaux, il y aura une activité sociale, mais surtout culturelle, pour les Bessanais, et surtout avec les Bessanais. Le futur centre social permettra de centraliser l'existant et de développer des actions pour l'ensemble de la population et toutes générations confondues. Le partage, la proximité et la bienveillance seront des éléments clés de cet espace dédié à tous les habitants de Bessin. Et bien sûr, nous avons continué nos missions légales et obligatoires du Centre communal d'action sociale, assurer l'instruction administrative, un accueil, une écoute, une orientation, sans être dans l'assistanat, mais plutôt aider. Faire avec eux un bout de chemin. Aider les personnes qui traversent des personnes difficiles, suite à un problème passager ou une vulnérabilité dans un parcours de vie. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur ce thème? Oui. Oh là. Elle décoiffe, Madame Thomas. Elle décoiffe. Voilà, on va essayer avec 2-3 minutes par élu qui va intervenir de pouvoir essayer d'avoir un petit rythme aussi pour cette réunion. Est-ce que vous avez des questions sur les thèmes sociaux? Vous avez vu, elle a balayé beaucoup de sujets, que ce soit le logement, que ce soit le handicap, les affaires sociales en général, la solidarité. Si vous n'avez pas de questions, de toute façon, vous pouvez entre-temps y revenir. Je vais appeler. Il y en a une. Vas-y, appelle. J'ai entendu qu'il allait y avoir une pharmacie à l'Héliopole. Est-ce que c'est une pharmacie qui va se déplacer là-haut ou c'est une des 2 pharmacies qui se déplacera. Oui, tout à fait. Une restera en centre-ville. En tout cas, c'est le projet qu'a évoqué Laurence. Ce sont les professionnels de santé de la commune qui se regroupent pour essayer de trouver les moyens. Et vous le savez qu'au niveau national, c'est un gros problème, c'est d'attirer les médecins généralistes. Donc, essayer d'avoir la structure qui puisse permettre de les attirer. Et donc, en l'occurrence, oui, c'est le déplacement de la pharmacie. N'hésitez pas, il suffit qu'il y ait une première question. Et, oui, allez-y. Oui, bonjour. Est-ce que dans le nouveau pôle qui va exister, il y aura des kinés, des ostéos et tout ce genre de personnages dont on a besoin lorsqu'on vit? Sur les 2 projets, alors Madame Thomas, Laurence Thomas l'a dit, ce sont des projets privés, donc ils évoluent. Mais oui, je peux vous dire que oui, il y aura des infirmiers, des ostéos, des kinés. Ce sera soit des gens qui sont déjà dans la commune et qui essayent de se regrouper, soit alors des nouveaux qui viennent intégrer. Je pense que d'ici quelques mois, on en saura un petit peu plus sur les noms et les personnalités et les services qui seront proposés. Merci. Allez, on change de sujet. Vous pouvez, si vous avez une question sur le social, ensuite la poser, il n'y a pas de problème. L'espace naturel, la viticulture et la lutte contre la cabanisation, j'appelle Christophe. Je l'avais devant. Donc bonjour tout le monde. Pour ma part, je suis élu aux espaces naturels et j'ai surtout la charge des dépôts sauvages dans la nature.
et la lutte contre la carbonisation. Donc pour vous donner un petit peu les actions que nous avons menées sur les dépôts sauvages. Bon, malheureusement, de nombreux dépôts sauvages sont déplorés un peu partout dans notre campagne, et bien souvent dans des parcelles privées. Malgré tout, on organise 1 ou 2 fois par an une matinée citoyenne de ramassage qui arrive à rassembler environ 40 à 50 personnes. Et suite à cette dernière matinée, un petit groupe de personnes s'est monté en créant un groupe Bessan Nature Propre. Donc c'est des gens que je remercie, qui tous les samedis matins, les premiers samedis matins du mois, se donnent rendez-vous et vont faire des actions ciblées sur des endroits qu'ils ont vus un petit peu sales. Et c'est un groupe que nous soutenons en leur fournissant de l'achat de matériel, bien sûr, des pinces, des sacs, des gants, enfin, voilà, un petit peu en fonction de leur demande. Et ils sont actifs en ce moment, ils ont déjà fait une première opération et la seconde aura lieu donc, le premier samedi de décembre. S'il y en a qui sont intéressés, on peut vous joindre à eux. Pour le reste des déchets, souvent qui sont signalés par des promeneurs, viticulteurs, chasseurs ou autres, ils sont répertoriés et ramassés par les services techniques de la ville. On essaie de faire ça assez régulièrement, malgré la récurrence des déchets. Par contre, nous sommes aujourd'hui confrontés à un réel problème, c'est le tri de ces déchets pour le retraitement en déchetterie ou dans des endroits spécialisés comme des pneus ou des gravats. Parce que quand on ramasse un tas de gravats, les services techniques remplissent un camion. Si malheureusement dans ces tas de gravats, il y a de la ferraille, des pneus, du plastique ou autre, ils sont refusés et on ne sait plus quoi en faire. Personne ne veut les prendre, donc c'est les services techniques qui devraient les trier. Et ça c'est un problème par manque de temps, bien sûr, voilà, c'est très très compliqué. Donc actuellement nous travaillons sur la mise en place de systèmes de surveillance, on est à l'étude de quelques projets et on pourra les divulguer quand ça sera vraiment mis au point. Voilà pour les déchets sauvages. Ensuite, la lutte contre la carbonisation. La commune a signé depuis plusieurs années avec la préfecture la charte de lutte contre la carbonisation. Nous avons même été commune pilote pour le développement d'un logiciel LUCA qui permet à l'ensemble des services de l'État, les DTM, gendarmerie, mairie, le parquet, d'avoir accès aux dossiers en cours et surtout d'avoir la même trame et afin de simplifier les procédures et d'essayer de les accélérer, même si quand on arrive au bout au tribunal, c'est toujours un peu long. Mais le but, c'est pas toujours d'aller au tribunal, c'est de régulariser les choses. Donc nos actions ont été de reprendre contact avec certains services importants dans ce domaine, comme la SAFER, afin d'être informés en amont des terrains agricoles qui pourraient être à la vente, et d'avoir une veille active sur ces ventes. Et après, nous, on essaye soit de mettre en relation des viticulteurs avec des vendeurs de ces terrains, pour éviter que les prix grimpent trop. Et sinon, on peut aller jusqu'au bout, et on l'a fait, préemption par la commune, on a demandé à préempter, on a préempté des terrains avec révision de prix. Donc des gens qui veulent vendre des parcelles de terre trop chères par rapport à la valeur agricole du terrain, voilà, nous on préempte. On a fait une surveillance de 20 parcelles, et sur ces 20 parcelles, il y en a 7 ventes qui ont été annulées, parce que les gens n'ont pas voulu vendre à un prix trop bas, enfin qui leur paraissait trop bas, même si c'est le prix de la valeur du terrain agricole. Actuellement, sur Bessan, il faut compter 80 centimes d'euros à 1 euro grand maximum le mètre carré. Donc il y en a qui veulent le vendre à 10 euros, ça ne marche pas. Il y a une vente qui a été faite à l'amiable, parce qu'on a réussi à mettre en relation des agriculteurs entre eux. 3 préemptions qui ont été faites soit par la SAFER, soit par la commune. Ensuite, accompagné par la DDTM, la gendarmerie, depuis 2020, nous avons effectué 90 contrôles de parcelles pour infraction, qui ont abouti soit à des régularisations, il y en a pas mal qui ont été régularisés malgré tout, dans la mesure du possible, soit des convocations et des remises en état, ça aussi on en a eu. On a même eu une maison qui avait été construite et démolie avant qu'on rentre en procédure avec les gens. Et dans les autres cas, c'est des procédures qui sont allées au tribunal avec des condamnations ou des procédures qui sont encore en cours. Et ensuite, dernière chose qu'on a pu faire sur la carbonisation, c'est redonner des valeurs agricoles à certains ténements qui ont été laissés en friche, comme le plateau des Meigeries, où on a eu pas mal de carbonisation, et on a beaucoup travaillé avec certains services aussi de l'État, la chasse, la fédération de chasse, le conservatoire des espaces naturels, le site étant classé en Natura 2000. On a favorisé l'installation d'un berger, pour ceux qui vont promener vers là-bas, vous avez vu, il y a une maîtrise de à peu près 80 hectares de terre que nous arrivons à maîtriser, qu'on sait que sur ça, en tout cas, il n'y a rien de particulier pour s'y faire, mis à part du pâturage.
Et ensuite, on a lancé une campagne de réfection des chemins ruraux pour cette année 2023. On a estimé que ça en avait besoin, un petit moment que ça n'avait pas été fait. Donc cette campagne a été lancée. Et cette année, il y a 7 chemins qui ont été faits. L'Estacarède, le chemin de Mont-Blanc vers Vigas, le chemin de l'aéromodélisme, de Font-Colomba, de Font-Majou, de la Platane et de la Puissanque. Et on compte renouveler l'opération pour 2024 et les années futures au besoin. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur les espaces naturels? Vous avez vu la lutte contre la cabanisation représentée par Christophe, mais nous sommes commune pilote dans le département. Malheureusement, ces problématiques qui existaient sur le littoral se sont déplacées sur le rétro-littoral aujourd'hui. Et c'est très compliqué en fonction des procédures de pouvoir avancer. En tout cas, c'est long, mais on y arrive. Des questions sur les espaces naturels? Pas spécifiquement. Citoyenneté, vie des quartiers, conseil citoyen participatif. Alors là, c'est 3 élus qui vont venir. Marie-Laure Liedos, Annie Laguna et Micheline Izquierdo. C'est Michel qui commence. Eh bien, bonsoir tout le monde. Alors moi, je suis chargée de m'occuper des nouveaux Bessanais. Et depuis 2020, il y a eu un changement dans la distribution des colis d'accueil. Désormais, je me rends chez les gens pour leur porter le colis. Et je suis toujours très bien reçue, bien sûr, parce qu'ils sont très contents. Et d'ailleurs, pour moi, c'est un réel plaisir de me rendre chez eux. Alors, dans ces colis d'accueil, bon, j'essaie de changer un peu. Cette année, il y avait une bouteille de vin de la Copé, il y avait un petit pot de miel du Moramus, et il y avait une petite boîte de biscuits à l'effigie de l'âne de Bessan, avec un âne dessiné dessus. Les gens sont très contents, et même quelquefois, je reçois du courrier, ils me remercient. Voilà. Ensuite, j'essaie d'organiser des marchés de l'artisanat et du terroir pour mettre en valeur les produits locaux et puis développer les marchés de l'artisanat parce que voilà. Voilà ce que je fais et je suis très bien. Je suis très bien, je veux dire que j'aime faire ça. Voilà. Bien sûr que mon mérite, quand je parle, c'est pas grave. Quelqu'un peut taper le chauffage. Oui, merci. Alors bonsoir, c'est avec plaisir que je vais vous parler, entre autres, de 2 projets dont je m'occupe au sein de l'équipe cadre de vie citoyen. Au printemps dernier, avec 3 membres du Conseil citoyen participatif, nous avons mis en place le projet baptisé Ma rue en fleurs. Ce dernier a pour objectif de développer la place de la nature en centre-ville et par le biais de la végétalisation citoyenne participative. Afin que les Bessanais qui le désirent soient acteurs de ce projet, un permis de végétaliser que j'ai là, voilà, un permis de végétaliser a été mis en place. Nous pouvons, avec vous, embellir notre cœur de ville et agrémenter le cadre de vie de chacun. Nous voulons redonner aux gens l'envie de flâner dans les rues et, pourquoi pas, créer ou conforter le lien social de la vie des quartiers. Cette initiative permettra, au fur et à mesure, d'inviter la nature au plus près de chez vous et, je dirais même, sur le pas de notre porte. Voici un autre projet qui connaît depuis un succès croissant, le marché aux fleurs et aux artisans créateurs que je pilote depuis 2001. Je peux vous dire, 2021, pardon. Je peux vous dire, ce n'est pas un secret, bien au contraire, que la 4e édition aura lieu le samedi 32 mars 2024. Toute la journée sur la place de la République, de la promenade et le parvis de la mairie.
il y aura beaucoup plus d'exposants, avec par-ci, par-là, quelques stands que je qualifierais de gourmands. Bien que ces floralies soient encore plus afin que ces floralies soient encore plus belles et énergisantes que les précédentes. Voilà. Celui qui veut les renseignements, j'ai amené le permis de végétaliser. Elle est en train de me piquer mes papiers. Ah non, je te les laisse bien volontiers. Marie-Laure. Bonsoir à toutes et à tous. À toutes et à tous. Je suis chargée avec Annie et Micheline de la citoyenneté, de la démocratie de proximité, de la vie de quartier et du conseil citoyen. Le conseil citoyen donc, a été mis en place dans le cadre de ce mandat sur candidature. Il est constitué d'une 50aine de membres divisés en 2 collèges, des citoyens et ensuite des acteurs locaux, commerçants, membres d'associations, entrepreneurs. Donc une 50aine de membres qui ont été élus pour 3 ans en 2021. Ce conseil citoyen se renouvellera en 2024. Depuis sa création, nous nous voyons tous les trimestres en réunion plénière et tout au long de l'année, dans le trimestre, à travers des groupes de travail que nous constituons selon les projets que veulent mettre en place les conseillers citoyens. Depuis sa création, après une 50aine de membres qui se sont présentés, on a aujourd'hui à peu près 30 membres actifs. Après 2 ans de fonctionnement, c'est tout à fait honorable. Donc ce conseil citoyen participatif a 3 objectifs. Le premier, c'est d'être un relais entre la population et les élus que nous sommes. Le deuxième, c'est de bénéficier de focus sur des sujets particuliers, soit proposés par les élus qui interviennent régulièrement dans ces réunions plénières, soit sur des sujets demandés par les conseillers. Par exemple, donc, on a eu diverses interventions. On a eu la directrice de la maison de retraite qui est venue expliquer le fonctionnement de la maison de retraite, puisque c'est une maison de retraite publique. On a eu une présentation du gaspillage alimentaire par Céline Sanchez, élue à l'école, enfin aux écoles, pardon. On a eu la gestion des déchets, des projets concernant l'environnement, le permis de louer, la présentation du site Natera 2000, enfin tous les sujets qui peuvent être objet de développement et d'explications complémentaires. Le troisième objectif de ce conseil citoyen participatif, c'est être force de proposition et initiateur de projets, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et c'est là où nous organisons donc des réunions régulières et des groupes de travail. Alors, quelques exemples dont vous avez certainement entendu parler. Donc, les conseillers citoyens, il y en a dans la salle, je les salue d'ailleurs, ils ont relancé la fête de la musique en 2022, ça a été un succès et ça a permis ensuite de poursuivre en 2023 avec notamment cette fête qui a été directement portée par l'association de l'école de musique. La création d'un escape game qui est en cours et en lien avec plusieurs associations bessanaises. La construction de nichoirs et hôtels à insectes avec les scolaires qui ont été installés dans les jardins familiaux et à l'EHPAD. La création d'un guide sur les chemins de balade autour de Bessan à destination des nouveaux habitants et des touristes. Également, actuellement, est mis en place et démarrera à partir du 1er décembre un défi que nous avions déjà eu l'occasion de lancer sur l'ancien mandat, qui était le défi des familles à énergie positive. C'était un défi qui était national et que nous avons décidé de relancer à Bessan, intra-commune, et donc avec des familles bessanaises. Il y a d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, une réunion d'information et une conférence sur les éco-gestes le 6 décembre prochain, en fin de journée, et vous êtes invités à y participer. On va communiquer prochainement là-dessus. À ce conseil citoyen participatif, je vais dire adulte, s'adjoint un conseil citoyen participatif des jeunes, que j'anime également. Alors là, les jeunes, c'est un petit peu plus compliqué parce que d'année en année, ils grandissent et ils ont d'autres choses parfois à faire.
Donc il faut renouveler les membres de ce conseil citoyen, mais dès que nous pouvons les associer à des projets qui peuvent les intéresser et où ils peuvent apporter leur contribution par leur âge, eh bien, nous les invitons. Par exemple, pour le défi des familles à énergie positive relancé là, ils travailleront avec nous. Voilà. Autre mission dont je m'occupe, c'est la fête des voisins. Depuis donc ce mandat. Elle est reconduite tous les ans depuis de nombreuses années et elle rencontre toujours un vif succès avec des points des points de convivialité qui ne font qu'augmenter tous les ans et on dépasse chaque fois les 20 points. Et c'est difficile de les faire tous. Voilà, d'année en année, mais c'est vraiment une manifestation qui permet de créer toujours du lien et dans un environnement festif. Et puis je m'occupe également des jardins familiaux en particulier, voilà, où aussi là le but de ces jardins familiaux est toujours encore de créer du lien. Voilà, notre mission est en fait avec mon équipe, avec qui j'ai plaisir à travailler, de promouvoir tout projet dans l'intérêt général de la commune qui crée du lien entre les citoyens. Merci. Sur Insta, est-ce que vous avez des questions sur la citoyenneté, sur la vie citoyenne? Pas de questions? Alors, je vais vous dire un mot, c'est moi qui prends le relais pour ce thème-là, sur la vie économique. André se prépare pour faire le thème suivant. Qu'est-ce que je souhaitais vous dire sur la vie économique? Depuis 2020, la vie économique à Bessin a beaucoup bougé. Ne serait-ce que par ce bâtiment que l'on voit, qui a ouvert en février 2020, qui a été inauguré en février 2020, qui est la pépinière d'entreprise Gigamed, qui est labellisée French Tech. C'est porté par la communauté d'agglomération Euro-Méditerranée, mais toutes les startups et les startups d'envergure quasiment nationale sont accueillies dans cette pépinière d'entreprise. C'est un point important pour ce volet-là, parce que l'économie, c'est à la fois le commerce de proximité, c'est à la fois les entreprises, mais c'est aussi les nouvelles technologies. Et dans les nouvelles technologies, Gigamed et la communauté d'agglomération agit beaucoup. C'est, je le disais, le commerce de proximité, la vie économique. Donc en ce moment, c'est la fin du chantier. Mais depuis 2020, ça a été la réfection de la place de la Promenade et maintenant celle de la Grand Rue, qui arrive quasiment à son terme. Angèle en dira sans aucun doute un mot tout à l'heure. En termes de vie économique pour le centre-ville aussi, qui a été fait entre 2020 et 2023, c'est bien entendu l'espace Louis Baldi, qui aujourd'hui est incontournable, contrairement à ce qu'on pouvait penser il y a encore une dizaine d'années, où ça avait été l'objet de quelques remarques, débats ou polémiques sous la précédente municipalité, mais l'espace Baldi est idéal. Et combien de personnes que nous recevons à Bessin nous disent « Vous avez la chance d'avoir à proximité du centre-ville 300 places de stationnement qui sont utiles pour les habitants, pour les commerces. » Et on le voit bien avec cette photo aérienne. Et puis une autre photo aérienne pour terminer sur la vie économique. Encore une fois, les choses les plus marquantes. Là, c'est le démarrage des travaux de l'héliopole. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2014, lors de la première campagne que nous avons, pour certains, eu l'honneur de mener, on avait évoqué ce projet. Nous sommes en 2024 et il arrive quasiment, et il arrive enfin à voir le jour. C'est près de 30 millions d'euros d'investissement privé qui va venir proposer de nouveaux services. Je ne vais pas vous dire ici le nom des entreprises ou des commerces parce que je ne veux pas toutes les dévoiler. Et puis ça bouge aussi parce que le monde économique est en perpétuel mouvement. Mais on fera dans le courant de l'année 2024, certainement en fin d'année 2024, une réunion sur l'héliopole qui ouvrira ses portes logiquement en septembre 2025. Il y a quasiment presque 2 ans de travaux. Voilà, donc le commerce de proximité, les entreprises
J'y reviendrai tout à l'heure sur la zone de la Grange Basse aussi, sur les améliorations qui ont été faites par l'agglo. Mais la vie économique et la vie des commerces est très importante pour nous et nous le soutenons par de nombreux biais, par de nombreux faisceaux. Est-ce que vous avez des questions sur le commerce, la vie économique, la vie des entreprises? N'hésitez pas, il n'y a pas de questions qui sont bêtes, j'allais dire. Hein. Quelquefois on ne sait pas, mais on vient aussi à une réunion d'information pour apprendre des choses. Pas de questions? Alors on passe à la propreté, aux déchets, à la vie quotidienne. Ce sont des sujets qui ne sont plus traités par la commune depuis maintenant près de 10 ans, puisque c'est l'agglo. Mais André y œuvre beaucoup parce que nous ne laissons pas tomber ces sujets et je lui laisse la parole. Bonsoir à toutes et à tous. La propreté, les espaces verts, la cause animale, l'enlèvement des tags, la collecte des ordures ménagères, tout ceci dépend de services extérieurs à notre commune avec qui nous sommes en lien quotidiennement. Je vais en quelques mots essayer de vous expliquer ce que font ces organismes. Les espaces verts ainsi que la propreté de nos rues dépendent de l'agglo. Malgré les restrictions d'eau cet été, le service espace vert a procédé à de nouvelles plantations. Les espaces verts du parking Baldi, qui ont connu quelques soucis lors de sa création, viennent d'être réhabilités. Le jardin pour enfants jouxtant le parking a vu les plantes grimpantes sur les portiques remplacées par des jasmins de forte taille qui donneront bientôt de l'ombrage aux personnes qui amènent leurs enfants. Les espaces verts du parking municipal, à côté de la résidence L'Occitanie, viennent d'être rénovés. Un complément de plantation a également été réalisé devant l'extension du cimetière, ainsi qu'à l'entrée du cimetière vieux. Un sujet important, la propreté de notre village. Malgré le travail du service propreté de l'agglo, nous sommes toujours ennuyés par les incivilités, des dépôts d'encombrants dans et hors de notre village. La PM verbalise quand elle le peut, et dans les jours qui viennent, nous allons placer des caméras de surveillance qui nous aideront à identifier les personnes coupables de ces agissements. Pour les fientes de pigeons, nous avons fait installer des répulsifs à ultrasons sur la place de la promenade qui, apparemment, sont efficaces. D'autres vont suivre sur la place de la Fontaine. Il en est de même pour les propriétaires de chiens qui ne ramassent pas. Une campagne de surveillance et de verbalisation a eu lieu récemment et depuis, les maîtres de chiens sont plus attentifs. Je vous rappelle que l'on peut se procurer gratuitement en mairie des sacs pour les déjections canines. Cause animale et enlèvement des tags. Le civon, dont la commune fait partie et a été à son origine, fait partie à la charge de capturer les chats errants que l'on nous signale. Ceux-ci sont amenés chez les vétérinaires où ils sont tatoués, vaccinés, stérilisés et relâchés à l'endroit où ils ont été capturés. La commune verse une aide à 30 millions tous les ans pour cette action. Le civon procède aussi... Pas une aide de 30 millions. Non. Une aide à 30 millions d'amis, cette aide vient en diminution des frais de vétérinaire. Le civon procède aussi à l'enlèvement des taxes sur notre commune. Voilà. Un dernier sujet, la collecte des ordures ménagères. Comme vous avez pu le constater depuis le mois de janvier, le centre de notre village a connu un grand bouleversement à ce qui concerne la collecte des ordures ménagères. Nous sommes passés à la collecte collective et nous avons installé 7 points pour les apports volontaires. D'autres, ou 2 autres, seront installés dès que les travaux de la Grande Rue seront achevés. Ce type de ramassage évite aux habitants de sortir et rentrer leurs conteneurs, de ne pas se soucier des jours et des heures de collecte, et surtout pour les personnes ne disposant pas d'un lieu de stockage dans leur domicile, d'avoir des sacs qui traînent en attendant les jours de collecte. Ce nouveau système n'a pas mis longtemps à être adopté par nos habitants, que je remercie ici pour leurs efforts. Bien entendu, des discussions pour perfectionner ce système sont toujours d'actualité. Les différents modes de tri sont à l'origine d'un changement dans nos habitudes. Et aujourd'hui, il est de constater que la poubelle jaune se remplit plus vite que la verte. En accentuant cette pratique de tri, nous faisons économiser des frais de traitement pour les ordures non recyclables. Il faut savoir qu'une taxe sur ces déchets est versée à l'État. Cette taxe augmente chaque année. Un exemple, cette année, plus 12%. Surtout, et c'est le plus important, moins d'enfouissement pour préserver notre sous-sol. Une nouveauté pour 2024, les biodéchets. En 2024, la loi AGEC impose aux communes de mettre en place des bornes pour le tri à la source des biodéchets par les particuliers volontaires.
Ces biodéchets représentent un tiers des ordures résiduelles. Ils sont compostés pour être transformés en amendements organiques. Ces bornes seront mises en place progressivement sur notre commune. Un kit de collecte de biodéchets ainsi qu'une clé pour la borne sera distribué par le SICTOM aux personnes volontaires. Ces bornes seront collectées et nettoyées par le SICTOM. Voilà. Vous voyez, c'est un sujet, ça, les déchets, qui ne sont pas maîtrisés par les communes. Et c'est l'État qui décide. Donc le 1er janvier, je te donne la parole Philippe, et le 1er janvier, vous voyez, vous allez avoir un nouveau mode de collecte pour les déchets. Alors les biodéchets, ce sont les déchets résiduels de la cuisine. C'est-à-dire qu'il ne sera plus possible de les mettre dans le sac traditionnel. Il faudra les composter dans des composteurs collectifs. Philippe. Le changement de fonctionnement pour la ramasse des ordures a été voulu par qui? Le SICTOM, la municipalité, les citoyens? Il est en place, il est mis en... Bon, par les citoyens non, parce que les citoyens ils suivent le mouvement, mais ni par la commune non plus. Et je dirais même que c'est le SICTOM qui est dans l'obligation d'engager ça, et ça va être dans les 58 communes. Sur les biodéchets par exemple, nous serons la 58e à le mettre en place. C'est-à-dire qu'on ne traîne pas un peu les pieds, mais tout ce système-là, il est décidé par les autorités européennes et nationales et qui sont appliqués par le gestionnaire de collecte et de traitement qui est le SICTOM. Donc c'est posé. Oui, de fait c'est imposé, en sachant que le SICTOM essaye de ne pas faire varier la TEOM, c'est-à-dire la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, que l'on paye tous sur notre taxe foncière, la seule qui reste, puisqu'il n'y a plus de taxe d'habitation. Donc cette TEOM pour le SICTOM, malgré les augmentations de la taxe dont parlait André, elle a été maintenue. De mémoire, elle est à 12,5 ou 14,5, je ne sais plus, sur le territoire. Et donc c'est grâce à ce changement-là, je donne un exemple, parce que c'est bien de matérialiser par un exemple. Là, la personne qui collecte ces PAV, ces points d'apport volontaire, on appelle ça en interne des PAV, il n'y a qu'une personne avec un camion, avec une grue. Quand c'est collecté dans des bacs individuels qui avant étaient en porte-à-porte, qui se sont mis en regroupement, ben, c'était minimum 3 personnes qui étaient nécessaires. Donc ça aussi, ça permet à tous les syndicats, et pas qu'à notre SICTOM, à tous les syndicats de pouvoir faire aussi des économies et de ne pas jouer sur la taxe d'enlèvement. Le revers de la médaille, c'est que ces conteneurs, mon état de messager, j'y passe pratiquement tous les jours devant une entreprise, c'est vraiment dégueulasse. Nous avons 2 points qui posent souci, celui de la place Sébastopol et celui du chemin de l'Allée par exemple. Sur d'autres endroits, voilà, sur d'autres endroits ça fonctionne bien, avec le temps et quelques PV aussi, sachez-le, parce que André l'a dit sur les déchets de chiens. Et encore que c'est pas la faute des chiens, hein, c'est la faute des maîtres. Ben là c'est pareil, c'est pas la faute de chaque poubelle, c'est la faute à celui qui le laisse. Donc voilà. Et bon, il l'a dit, mais on va pas le dévoiler, mais il va y avoir des caméras, vous saurez pas où, mais qui vont permettre de voir qui c'est qui fait ça. C'est comme ça qu'on y arrive. Hein. Et encore une fois, je le redis, cette gestion des déchets n'est pas communale. Depuis 2003, c'est-à-dire ça fait 20 ans, ça n'appartient plus aux communes. Et on s'en préoccupe bien sûr parce que ça a un intérêt à la fois citoyen et à la fois de propreté urbaine. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce sujet? Alors je continue. Il y en a, pardon. Bon, si Apollo, je ne lui donne pas la parole. Sur ce conteneur, une personne âgée, très âgée, qui va vider les ordures, et qui lève le couvercle gris avec une main, avec l'autre il n'a pas la force de mettre le sac dans le conteneur. Alors ça, on l'a fait remonter, tout à fait, et il va y avoir des nouveaux modèles de PAV qui ont été achetés par le SICTOM. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je ne me rappelle plus le coût d'un PAV, mais c'est important, et ils vont avoir un accès bien plus pratique justement et plus bas, qui va permettre d'éviter ces soucis, notamment pour les personnes soit à mobilité réduite, soit alors les personnes les plus âgées.
Merci. Oui. Au niveau des biodéchets, pour les personnes qui sont dans le centre-ville, qui sont à l'extérieur du village. Les biodéchets, c'est pour toute la commune. Ça sera pour toute la commune. Est-ce qu'on va se fournir des bacs, on devra les acheter nous, ou on va se fournir Ça sera par le secteur que ça sera fait. Voilà. Là, des communes sont en train de... Bon, vous l'avez compris, je l'ai dit et je l'assume, nous avons été les derniers et nous serons les derniers. Parce que moi, j'aime bien aussi en tant que maire voir ce qui se fait ailleurs pour voir si ça fonctionne bien. Je vois Philippe sourire, mais c'est un peu comme ça qu'il faut faire. Et sur les biodéchets, une commune voisine passe entièrement dès le 1er janvier. Nous, on passera dans le courant de l'année et tout sera expliqué avec des bacs à la fois individuels à la maison qui seront utiles pour mettre dans les bacs collectifs avec un système de... Allez, je passe à la culture, au patrimoine, au tourisme et aux événements. Émilie Félu, Dorothée Gilbergal et Ronnie Desbatures. Alors là, ça ne marche plus, mais je vais faire pour que ça marche. Voilà. Bonsoir à tous. Allez, c'est parti. Allez, c'est voilà un parti. peu plus vite. Alors, culture, patrimoine, tourisme, projet artistique. Les actions mises en place depuis 2020 répondent aux objectifs fixés en conformité avec nos engagements de campagne. Positionner la ville comme destination touristique, familiale, rétro-littorale. Protéger, conserver, valoriser le patrimoine. Cultiver l'image et les traditions bessanaises. Proposer des événements culturels variés en lien avec les écoles et les associations locales tout au long de l'année. Alors pour la culture d'abord, donc il y a eu une mise en place d'une programmation d'expositions historiques et artistiques dans la salle Paul Salvi de la mairie, que vous devez connaître. En 2024, elle va s'étaler tout au long de l'année avec Ronnie Desbatures qui va préciser un peu cette action. Ensuite, il y a eu la création d'un événement autour de la gastronomie locale et la découverte des hôtels particuliers du centre historique bessanais avec la manifestation Invention. Déjà 2 éditions qui ont remporté un franc succès et la 3e va arriver rapidement au mois de juin 2024, de l'année prochaine. La création d'un événement autour de Noël, donc sur plusieurs jours, en 2020, 2021 et 2022 avec le village Igloo. Et cet événement se transforme dès cette année en une foire de Noël avec 2 soirées festives, un marché artisanal, une fête foraine, un lâcher de lanternes et surtout la présence de nos animaux totémiques. Prenez date, donc ce sont les 15, 16 et 17 décembre prochains. Alors en ce qui concerne les projets artistiques donc, menés bien sûr en lien avec Diego Morales, donc en 2020, nous avons créé une fresque pétillante et colorée en hommage au fleuve Hérault sur le compteur désaffecté de la Guinguette de Bessan. Donc c'est une œuvre d'un artiste agatois qui se prénomme Paco Paco. Et puis nous avons fait dans la lancée une sculpture en forme de tuque, donc toujours pour honorer les symboles bessanais. Donc une sculpture qui est venue orner le rond-point route de Mont-Blanc. Donc une œuvre dessinée par des artistes bessanais, Antonio Alves et Thierry de Saint-Simon, bien sûr en lien avec les services techniques de la ville. Voilà, enfin pour le patrimoine bessanais, donc nous avons bien sûr fait une mise en valeur de notre moulin, avec la participation aux Journées nationales des moulins depuis 2020. En parallèle, nous avons le projet de sauvetage qui avance bien, puisque nous avons porté notre choix sur un architecte du patrimoine expérimenté qui nous a proposé un diagnostic cadrant avec ce que nous avions demandé et nous proposant un chiffrage. Et nous sommes accompagnés bien sûr dans cette démarche par l'AGLO, la communauté d'agglomération, et puis la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles. Ensuite, donc, pour l'archéologie, donc, les fouilles du site se poursuivent, et ce depuis 9 ans maintenant. Les traditionnelles portes ouvertes donnent à chacun l'opportunité d'appréhender la richesse de cet ensemble exceptionnel. Cette année, elles ont réuni une centaine de personnes à travers la visite du chantier et puis des ateliers de fabrication. En fait, nous portons un intérêt particulier à notre église, l'église Saint-Pierre, et à la conservation de son mobilier. Des travaux d'entretien y ont lieu régulièrement et le bâtiment a été mis en conformité pour accueillir les personnes en mobilité réduite.
Des événements malheureux ont conduit aussi cette année la commune à réaliser des actions de récupération de mobilier. Et ainsi, pour éviter toute nouvelle disparition, un travail d'inventaire a été engagé, toujours en lien avec la communauté d'Aglo et bien sûr les paroissiens. Des restaurations du patrimoine ont été réalisées, donc sur un blason communal retrouvé par l'association du patrimoine local. Et puis 2 tableaux qui ont fait l'objet d'une restauration complète, avec la descente de croix, un tableau du XVIIe siècle, et puis un Saint-Vincent de Paul, tableau plus récent, 19e, qui a été entièrement restauré. Et puis pour finir, mon travail d'élu consiste aussi à accompagner les forces locales, patrimoniales ou culturelles. Donc c'est le cas avec l'accompagnement de l'association de la Guilde de Bessan. Voilà, que j'accompagne à travers tous les projets qui peuvent aller d'une restauration de chapelle aux journées du patrimoine ou encore réaliser un programme annuel de visite guidée pour que les gens puissent découvrir Bessan. Voilà. Je laisse la parole à Dorothée pour le tourisme. Bonsoir à tous. Alors au niveau du tourisme, la première action menée lorsque la situation sanitaire a permis de le faire a été de réunir l'Office du tourisme du territoire héro-méditerranéen et les acteurs touristiques locaux bessanais. Cette table ronde leur a permis de mieux comprendre le fonctionnement de l'Office du tourisme et d'être mis en relation avec les bons interlocuteurs. Ensuite, le dossier qui est arrivé très vite est celui de l'appel d'offres pour l'exploitation du site de la Guinguette. Après avoir dressé un bilan des années précédentes, nous avons défini un nouveau cahier des charges avec au niveau restauration le développement d'une offre de tapas et sur la partie base de loisirs un ponton plus large permettant d'accueillir plus de canoës. C'est la proposition du tandem Pierre Valette-Corentin Rouillet qui a été retenue pour une durée de 3 ans avec possibilité de reconduire pour 2 années supplémentaires et cette reconduction sera examinée en 2024. À noter que nos services techniques ont fait quelques travaux régulièrement pour améliorer le site, comme l'accessibilité au WC par exemple. Au niveau des activités, sous l'impulsion de Philippe Marin, adjoint à l'environnement ici présent, des balades biodiversité sont aussi organisées chaque été en partenariat avec Bessan Aventure et l'Aglo Héro-Méditerranée. Sachez également que chaque année, la municipalité des exploitants du site de la Guinguette se réunissent pour faire un bilan de la saison et voir des axes d'amélioration pour la saison suivante. Pour 2024, par exemple, ce qui vous est envisagé, ce sera peut-être un service de location de trottinettes électriques, mais pour l'instant, c'est à l'état de projet. Enfin, pour promouvoir l'ensemble des activités touristiques de la commune, nous avons engagé la demande de classement de la commune en station classée tourisme. Alors pourquoi cette démarche pour Bessan? En fait, ça ne coûte rien, on n'a rien à perdre. Et si on obtient ce classement, cela pourra nous apporter des aides financières complémentaires et aussi une belle image de qualité et d'exemplarité en termes d'accueil et de services touristiques. Alors la démarche en quoi elle consiste? C'est un dossier administratif d'une 50aine de pages, constitué autour de 9 grands critères: accès et circulation dans la commune, accès Internet, les hébergements touristiques, l'organisation de l'accueil et de l'information touristique, les commerces et services de proximité, les activités, équipements et animations régulièrement proposées, l'urbanisme, l'hygiène publique et la sécurité. Donc il faut compter plusieurs mois d'instruction par les services de l'État pour obtenir ce classement. Notre dossier a été transmis début novembre et nous espérons être fixés pour l'été prochain. Voilà, on croise les doigts. Merci. Je passe maintenant la parole à Roland. Bonsoir à tous. Alors pour reprendre les éléments évoqués en préambule par Émilie, la culture est essentielle dans ce monde où justement les repères tendent parfois à disparaître, et de fait la municipalité a toujours eu à cœur de proposer une offre culturelle large, variée, associant à la fois des partenaires extérieurs mais également l'ensemble des associations locales que je tiens à remercier pour le travail réalisé tout au long de l'année. En 2020, l'ancienne salle du conseil municipal au premier étage de la mairie, ce que disait Émilie tout à l'heure, a été entièrement repensée pour lui donner une vocation beaucoup plus culturelle. Donc dénommée salle Paul Salvi, en l'honneur d'un ancien membre du conseil municipal, elle accueille désormais l'ensemble des expositions culturelles de la ville,
dans le cadre d'une programmation qu'on a appelée le programme Vernissard, donc vendredi, vernissage et art. Donc cette contraction des trois mots, alors qu'il s'agisse de peinture, de photographie, de sculpture ou d'information historique, culturelle. Bref, cette salle a permis d'offrir aux Bessanais un espace culturel ouvert à tous. En parallèle, comme vous le savez également, nous restons évidemment très attachés à nos traditions, à notre identité, et c'est pourquoi il nous semble particulièrement opportun de mettre à l'honneur, autant que faire se peut, cette identité à travers des petits clins d'œil, des éléments un petit peu partout dans le centre-ville, et c'est ainsi par exemple que pour la fête locale de 2022, une statue de Saint-Laurent a été commandée et réalisée par l'association Terre de Touroul, puis installée dans la niche du bâtiment qui accueille la police municipale aujourd'hui. Voilà. L'identité, elle se porte également sur, alors il y a l'âne évidemment, mais vous avez la TUC, et l'événement TUC en Trouille qui à l'origine avait vocation à mettre en avant cet emblème local et l'ensemble de la grande famille des cucurbitacées. J'ai réussi à le dire, c'est pas facile à dire celui-là. Donc cucurbitacées, je le redis, tiens. Grâce à la présentation donc de nombreux producteurs locaux. Bon, malgré notre volonté à réaliser cet événement, l'événement n'a pas, disons, trouvé sa cible. Et nous avons fait le choix de resserrer un petit peu cet événement sur des animations, l'axer sur des animations, afin de ne pas pénaliser les enfants qui participaient dans le cadre des animations d'Halloween à cet événement-là. Voilà. Enfin, la culture, ce sont aussi toutes ces actions qui jalonnent les années qui se sont écoulées. Alors, la liste n'est évidemment pas exhaustive, mais on peut évidemment citer les concerts d'orgue en l'église Saint-Pierre. On peut citer les différentes conférences qui ont lieu soit dans la salle du conseil municipal ou soit directement dans cette salle-là, et même on en a eu dans la salle des fêtes. La dernière était celle de Jean Moulin qui a eu lieu la semaine dernière. Le soutien constant à la fois aux écrivains mais également aux historiens locaux. Le soutien à la réalisation de marchés de bourses aux livres sur la place de la Promenade ou sur la place de la Fontaine, qui sont toujours d'ailleurs un franc succès. Bref, vous le voyez, des actions culturelles diverses, variées, qui vont tendre à se développer dans les années à venir, notamment avec l'aménagement progressif du centre et de l'espace culturel Paul Ricard. Voilà. Des questions sur la culture, le patrimoine, parce que Romy a fait le lien, parce que je vais vous donner quelques informations sur l'espace Ricard. Bon, vous le savez, cet espace, cette usine a fermé en 2018. La société est partie. Nous l'avons racheté en 2020 et dès 2021, nous avons lancé des études qui ont été réalisées quasiment toutes en 2022 et 2023. Les études... Non, je ne suis pas gaucher, c'est ça qui est embêtant. Voilà. Donc ça a fait l'objet de concertation. Concertation engagée et très suivie au niveau notamment de l'aspect mémoriel pour toutes les personnes qui ont voulu participer. On a même eu une exposition, c'était le Conseil citoyen qui l'avait initiée. Et on a même, dans cette période-là, inauguré la salle Jean Sauvagnac, l'espace Jean Sauvagnac au niveau de l'école de musique. Simplement pour vous dire que les grands axes de l'espace municipal Paul Ricard ont été aujourd'hui choisis. Une salle polyvalente de 650 m² est d'ores et déjà actée. Le conseil municipal l'a fait. Il nous la faut aujourd'hui parce que notre salle des fêtes est bien trop petite. Cette salle polyvalente sera associée à un espace associatif avec des locaux qui vont permettre de mieux développer et de mieux offrir, d'avoir une meilleure offre pour l'ensemble des associations. Un espace culturel que l'on peut appeler médiathèque qui manque à Bessan aujourd'hui pour la taille de notre commune. Et puis un espace jeunesse parce qu'on a senti que le point jeune était à cet endroit-là bien utile, près notamment du collège Victor Hugo. Donc d'autres études de dimensionnement sur ces trois espaces que je viens de préciser vont se faire dans les semaines qui viennent. Je le dis d'ailleurs aux élus, demain nous avons une réunion à 17h30 à mairie, et nous aurons une réunion publique que sur l'espace Ricard
fin janvier, début février, je pense, ou au plus tard dans le courant du premier trimestre, où on pourra mieux présenter ce qui a été retenu par les élus pour faire de ce site-là le cœur à la fois culturel, à la fois associatif, à la fois jeune de Bessan et qui est placé aujourd'hui au centre de la commune, à mi-chemin à la fois des quartiers et du centre-ville. Donc on se retrouvera pour évoquer ces sujets. Est-ce que si vous avez une ou deux questions, je peux bien essayer d'y répondre sur l'espace Ricard, mais nous aurons véritablement un enjeu à vous présenter dans le détail dans les semaines qui arrivent. N'hésitez pas quand même, ne vous bridez pas. Alors on continue. Allez, on arrive tout doucement à l'issue. Céline Sanchez, Géraldine Catassus, l'éducation, la petite enfance et la jeunesse. On peut les applaudir aussi. Hein. Je ne sais pas ce que j'ai mis comme photo, c'est pour ça. Voilà. Je ne sais pas ce qu'elles vont dire. Messieurs, dames, bonsoir. Donc, Céline et moi-même allons vous parler de la petite enfance, des affaires scolaires et périscolaires et de la jeunesse. Donc, sur le volet petite enfance, pour favoriser les échanges, la salle de motricité de l'école Georges Bégou a été mise à disposition tous les mercredis pour un temps partagé entre la crèche collective et familiale, mais aussi en alternance avec le relais petite enfance du CCAS d'Agde, les assistantes maternelles indépendantes et les jeunes parents bessanais. Cela permet de profiter d'un lieu dédié à la motricité et de se familiariser avec les locaux. Au sein de la crèche communale Les Bambins, hormis les travaux d'entretien courant, la création d'un potager a vu le jour, en lien avec leur label Écolo-Crèche. Lancée l'année dernière en collaboration avec la Croix-Rouge d'Agde, l'initiation au premier secours pour les classes de CM2 et de grande section. Les CM2 ont été sensibilisés aux premiers gestes de premier secours et les grandes sections plutôt aux accidents domestiques. Cette initiation sera reconduite cette année. Poursuite du partenariat avec l'association Les Papillons, lancée en 2021, pour permettre de sensibiliser nos jeunes aux maltraitances et violences, qu'elles soient scolaires ou extrascolaires. Une boîte aux lettres est mise à disposition afin de libérer la parole des enfants victimes. Favoriser les projets interdélégation avec les écoles pour découvrir et aimer notre village. Le Moulin Bladier avec Émilie Fellu, adjointe au patrimoine. Les traditions avec Christophe Hichet, président des Amis de l'Âne. Le patrimoine, l'association de la Guilde. L'archéologie avec les fouilles de la Monadière et Alexandre Bélier. En 2022, la présentation de la bande dessinée Molière, l'impromptu de Bézénas, en présence des auteurs Olivier Cabassu et Benoît Lapoux, a été offerte à tous les élèves de CM2 avec dédicace. Également du renouvellement de matériel de motricité, des jeux de cours en maternelle, 78 tablettes numériques ont été distribuées et des ordinateurs mis à disposition des élèves de l'école élémentaire dans le cadre du programme de numérisation de l'école, ce qui permet aux enfants un travail plus ludique et d'accroître leur motivation. Céline, je te laisse la parole. Elle va reparler. Donc, toujours dans les affaires scolaires, nous avons également lancé une démarche de sensibilisation au gaspillage. C'est la manière je m'enlève. Donc nous avons lancé une démarche de sensibilisation au gaspillage alimentaire dans nos restaurants scolaires, donc en maternelle et en élémentaire, avec le soutien de la société Cirque à Conseil qui nous a accompagnés. Donc au début de cette sensibilisation et de ce diagnostic, nous étions à 45% de gaspillage dans nos 2 restaurants pour atteindre en mars 2023 à peu près 23%. Cette démarche est continuée, se poursuit en impliquant tous nos acteurs, que ce soit les agents municipaux, la cuisine centrale, les jeunes convives, les parents, les enseignants, enfin bon, on embarque tout le monde avec nous et on essaie de sensibiliser tout le monde au gaspillage. Cela se traduit par des pesées quotidiennes dans nos restaurants scolaires auxquels les convives participent. Également des visites chez un maraîcher, mais des ateliers de cuisine, notamment au service jeunesse, des créations de potagers, que ce soit à l'école mais également au centre de loisirs, et également la visite de la cuisine centrale ou encore la participation aux commissions de menus.
Un autre projet, qui n'est pas des moindres d'ailleurs, qui était l'intégration de l'ancienne école maternelle à l'école élémentaire Victor Hugo. Donc ce projet devient une réalité. Un contrat a été signé avec un architecte maître d'œuvre. Il s'est constitué en groupement avec un bureau d'études structurées et acoustiques. Il s'agit de David Gaillard, qui est installé à Montagnac et qui nous accompagne. Le coût de ces études de maîtrise d'œuvre s'élève à 29 850 €. Et ces études ont démarré en juillet. Les marchés vont être lancés en principe d'ici la fin de l'année. Et la fin des travaux sont espérée, on va dire, au second semestre 2024, avec un objectif minimum qui est d'installer 3 classes dans cette ancienne école maternelle. Ces 3 classes étant les 2 qui sont actuellement au-dessus du restaurant scolaire, dans ce qu'on appelle le château d'eau, et celle qui est dans l'Algeco, avec également un bureau de direction et une salle des maîtres et un espace RASED. Donc le budget total de ces travaux-là s'élève à 300 000 € hors taxes, hors honoraires de maîtrise d'œuvre et hors intervention de nos services techniques. Également, pour rendre notre service jeunesse toujours attractif et plus attractif, et pour être aussi également en phase avec les besoins des familles qui évoluent, nous avons modifié les horaires du centre de loisirs, qui fermait avant ses portes à 18 h. Aujourd'hui, elle ferme à 18 h 30, comme pour l'ALP après l'école. Également, nous avons impulsé des nouveautés au niveau des animations et des séjours proposés, comme un tour à vélo de l'étang de Thau, ou encore la découverte du Caroux durant l'été, toujours à vélo. La création, non pas d'un pump track, mais ça pourrait y ressembler, fait par nos services techniques. C'est une piste de VTT qui a vu le jour au centre Émile Ognos, et également l'installation et l'observation d'un nichoir, toujours au centre de loisirs, et voilà, divers ateliers, toujours en lien avec le gaspillage alimentaire. Un autre projet qui se concrétise, il s'agit de la reconstruction de la piscine du centre de loisirs, dont les démolitions ont déjà eu lieu, et les consultations auprès de professionnels se finalisent, et nous espérons l'avoir finalisé, on va dire, pour l'été prochain. Concernant la jeunesse, donc pour la jeunesse, on a voulu favoriser l'autonomie de nos jeunes âgés de 17 à 25 ans en mettant en place une aide au permis qu'on a voulu nommer permis citoyen. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous leur octroyons une aide qui est variable en fonction des heures de bénévolat qu'ils choisissent de réaliser. Pour vous donner une idée, le permis jusqu'à cette année était auprès de l'auto-école Le Roi, qui est notre partenaire dans cette action, en fait à 1040 €. Et les jeunes peuvent réaliser jusqu'à 70 heures de bénévolat auprès d'associations locales que nous avons voulu volontairement, on va dire, solidaires, culturelles et environnementales, pour donc leur octroyer une aide de 790 € s'ils optent pour 70 heures de bénévolat. En clair, ça leur fait un permis à 250 €. Donc nous aidons et nous soutenons 8 jeunes par an uniquement, et c'est sur dossier, c'est assez simple, et nous en avons eu seulement 2 en 2021, 5 en 2022, et cette année nous avons atteint les 8, et c'est une action qui sera reconduite l'an prochain, avec bien entendu une modification, puisque nos jeunes à partir de 2024 pourront présenter le permis de conduire à partir de 16 ans. Donc cela va s'ouvrir aux 16-25 ans, mais toujours au nombre de 8 par an. Voilà. Et enfin, des ateliers numériques au point jeune ont été proposés cet été, en lien avec notre conseillère numérique, car nous nous apercevons que même si nos jeunes ont souvent dans les mains des outils numériques, ils ne savent pas forcément les utiliser pour tout ce qui est réalisation de CV ou de choses qui pourraient leur être utiles. Donc on leur fait un accompagnement numérique et également de la prévention. Donc pour terminer sur la jeunesse, il y a un projet qui se construit en lien avec le futur centre socio-culturel afin d'atteindre les plus de 14 ans ne fréquentant plus nos services, ainsi qu'un projet de créer un nouvel espace de rencontre pour nos jeunes, comme l'a évoqué Stéphane tout à l'heure, au sein de l'espace Ricard, un nouveau point jeune en cohérence avec la médiathèque qui pourrait être construite par exemple. Voilà, merci à tous. Allez, on continue. Je sais que c'est un peu long peut-être pour certains, mais sécurité publique, prévention de la délinquance. Si vous n'avez pas de questions sur le scolaire, je vous dis d'ailleurs pourquoi. Il peut y avoir des questions. Non. Allez, Marie Sonal, Pierre Morat, sur la sécurité et la prévention de la délinquance. Qui commence? Allez, monsieur Morat.
Bonsoir tout le monde. Donc, concernant la sécurité, je vais aborder 6 points qui ont été importants sur les 3 dernières années. Donc, sur les statistiques. Concernant les statistiques de la commune, elles sont relativement bonnes, malgré les incivilités et les dégradations sur certains points particuliers qui font l'objet d'une attention particulière de la part de la police municipale et des services de gendarmerie. Sur la restructuration de la police municipale, nous avons lancé une restructuration dès le commencement du mandat. Nous sommes passés à 5 personnels PM et SDP. La difficulté est de garder les agents PM avec nos contraintes budgétaires. Les grandes communes ayant moins ce souci-là ont donc plus de facilité à attirer les agents PM. Nous allons commencer l'année 2024 par de nouveaux recrutements également. La vidéoprotection. Nous avons directement, avec monsieur le maire et le commandant de la gendarmerie de Marcian, lancé une réflexion sur la vidéoprotection de la commune. Avec l'expansion de la commune à court et moyen terme, nous avons décidé de rajouter au total 17 caméras supplémentaires, aux 8 déjà présentes. Le projet aurait dû voir le jour cet été, mais nous avons eu un refus de subvention. Monsieur le maire a insisté longuement en appuyant sur ce réel besoin d'appui matériel, que ce soit pour nos agents PM ou pour les services de gendarmerie. Ce maillage intégral de la commune est un besoin non discutable. Grâce à monsieur le maire et ses connaissances, nous avons eu récemment la validation d'une subvention et le projet est en cours. La présence d'agents PM aux écoles. Depuis leur entrée, nous avons demandé autant que possible aux agents de la police municipale, suivant leurs aléas quotidiens, d'assurer une présence policière afin de rassurer et sécuriser les écoles maternelles et primaires. Le site de Ricard. Nous avons mis à disposition le site de Ricard pour permettre aux forces de l'ordre, aux forces armées et aux 10-34, c'est-à-dire les pompiers, de pouvoir se perfectionner et assurer un entraînement bénéfique à leur mission. Et, pour faire la transition, la caserne des pompiers. La construction de la nouvelle caserne des pompiers suit son cours. Bientôt, nos pompiers auront une caserne adaptée à leurs besoins et ils n'auront rien à envier aux casernes de l'entour. Bonsoir à tous. Dans le cadre de la prévention de la délinquance et avec le soutien de monsieur le maire ainsi que certains élus qui se reconnaîtront, j'ai pu, avec la participation du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance de l'Agglo et l'accompagnement de la police municipale, mettre en place des actions pour nos élèves du collège et du primaire. Tout d'abord, les classes de 4e ont pu être sensibilisées à la justice. Ils ont été accueillis à la maison de la justice d'Agde et ont pu se mettre dans la peau de président d'audience, procureur, avocat, témoins ou victimes. À la manière de jeu de rôle, les adolescents se sont amusés à faire respecter la loi, comprenant les sanctions appliquées en fonction des infractions. Les enseignants de l'établissement ont qualifié de belle expérience et sera renouvelée au mois de janvier. Nous avons ensuite, à la participation de la gendarmerie de Marseille, mis en place le permis piéton ainsi que le permis Internet pour les classes de CE2 et CM2 de l'école primaire. Afin de sensibiliser les enfants, la gendarmerie s'est mobilisée lors d'une journée à l'école afin d'échanger avec les élèves sur les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, aussi bien sur la route que sur Internet. Pour concrétiser cette journée de prévention, un questionnaire a été remis aux élèves en présence de la gendarmerie. Ce questionnaire étant validé, nous avons pu récompenser les enfants avec la remise du permis individuel, piéton et permis Internet, un moyen de sensibiliser et récompenser les élèves. Action à renouveler en avril. Le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance de la communauté d'Agglo-Euroméditerranée s'est doté d'un outil de sensibilisation à destination des jeunes. Une exposition interactive et pédagogique intitulée « Moi jeune citoyen », destinée aux 9-13 ans. Cet outil vise plusieurs objectifs, dont l'éducation aux valeurs citoyennes concernant le vivre ensemble et l'acquisition de connaissances en lien avec les droits et devoirs des enfants. Ainsi, les classes de CM1 et CM2, soit environ 140 élèves de l'école élémentaire Victor Hugo, ont expérimenté l'exposition sur notre commune grâce aux agents de service municipaux, du service jeunesse municipal, spécialement formés pour l'occasion. Le jeu de questions sur les valeurs citoyennes, avec panneaux et explications audio, a permis aux écoliers de mieux comprendre qu'il était essentiel de bien vivre en société. Le succès de cette exposition se concrétise par la perspective de renouvellement pour la nouvelle année scolaire et l'élargissement aux élèves de 6e et 5e.
Nous avons organisé un événement citoyen à destination de la jeunesse en lien avec de nombreux partenaires tels que le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. La Halle des Sports a accueilli une trentaine de jeunes Bessanais au cours de 2 journées pendant les vacances de la Toussaint. Au programme du sport, rugby, football, arts martiaux, mais aussi des échanges avec des intervenants de la police nationale, police municipale, de la gendarmerie, de la Légion et des sapeurs-pompiers, ou encore le promeneur du net. Ces journées se sont clôturées avec une remise de diplôme à tous nos jeunes par le maire de Bessan et les autorités rassemblées. Je tenais à remercier M. Américo da Silva, responsable de l'action, Stéphane Joseph, responsable du Point Jeune, et Éric Millan, adjoint au sport, qui ont permis de faire vivre ces journées. Cet événement sera renouvelé en 2024. Voilà encore un domaine, la sécurité, qui n'appartient pas aux communes, qui appartient à l'État, mais pour lequel nous ne désengageons pas, mais désintéressons pas non plus. C'est ce que je voulais dire. Est-ce que vous avez des questions avant que je vous dise un petit mot sur maintenant? Non, je vais laisser la parole sur l'environnement si vous n'avez pas de questions. Allez, on arrive quasiment à la fin. L'environnement, Philippe Marin. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, on va vous parler des actions concrètes de la commune de Bessan en matière de transition énergétique, d'économie d'énergie, de développement durable. Vous verrez que ce n'est pas de l'idéologie, c'est des actions pratiques, concrètes et réalistes. D'abord, transition énergétique, c'est informer. On a fait 3 réunions publiques avec un fournisseur d'énergie sur le photovoltaïque à usage d'autoconsommation, les économies d'énergie et la transition énergétique. En novembre 2020, en octobre 2021 et décembre 2021, en plein Covid, on a réussi à attirer pas loin d'une centaine de personnes. D'où l'intérêt de la population sur ces sujets-là. Les économies d'énergie, c'est le réseau d'éclairage public. La commune a un plan pluriannuel de 100 000 € consacré à la rénovation de ce parc d'éclairage public. C'est aussi notre participation à un marché avec l'aglo pour rénover notre parc, sachant qu'on a encore la moitié du parc à passer à la LED, c'est-à-dire près de 500 points lumineux. L'extension de l'éclairage public, grand sujet. Nous l'avons expérimenté sur 2 mois de façon partielle, de 1h à 5h du matin à partir du 16 octobre, et depuis février 2023, nous l'avons pérennisé. Le résultat, c'est qu'on a divisé par 2 nos consommations de 320 000 kW, on est passé à 160 000 kWh consommés, soit une économie de 30 000 € qui correspond à la facture qu'on aurait eu en plus si on n'avait pas fait cette action-là. L'optimisation des consommations d'énergie, ça veut dire aussi qu'on est dans un groupement d'énergie, d'achat d'énergie pour essayer de faire baisser le coût de l'énergie qui pour nous a été multiplié par 3. Des actions de sobriété énergétique ont été lancées au niveau de la commune auprès des services et ça s'est traduit, si on prend les données de 2010, par une réduction de nos consommations énergétiques, toutes les énergies comprises, de 27% sur la commune de Bessan pour cette année 2023. L'énergie, c'est aussi l'avenir. L'avenir, c'est le photovoltaïque. Nous avons lancé deux projets photovoltaïques qui ont été signés en septembre 2022 avec un bâtiment omnisport avec toiture photovoltaïque qui se construira derrière le terrain de football, donc entre là le sport et les cours de tennis. Ça permettra d'avoir des activités sportives, je dirais, protégées des intempéries et financées par un opérateur qui donc ça ne coûtera rien à la commune. Et sur les ombrières photovoltaïques, on a fait un petit marché qui va nous permettre ensuite de lancer le plus grand avec une ombrière photovoltaïque sur le parking du collège. Donc c'est un marché qui est finalisé et qui devrait se traduire par une réalisation dans les 2 ans à venir. On réfléchit aussi à Baldi. Baldi, c'est de l'autoconsommation collective, c'est-à-dire utiliser nos toitures pour utiliser notre énergie pour être autosuffisant. Et dans les prochaines semaines, nous allons lancer le marché tant attendu pour l'espace Baldi pour pouvoir couvrir le parking dans les prochaines années. Alors j'ai confondu Baldi avec Ricard, mais Ricard, on va être autosuffisant. C'est pour ça que dans les projets de salles dont on vous a parlé, on utilisera les toitures pour produire notre propre énergie. Et l'excédent nous permettra peut-être d'alimenter les bâtiments de la commune, comme les écoles, la mairie et d'autres bâtiments. Natura 2000, Dorothée en a parlé. Tu as parlé du cours intérieur de l'Hérault qui va de Saint-Thibéry jusqu'à Agde. Effectivement, tu as souligné l'action commune depuis 2 ans avec l'AGLO pour valoriser ce site donc,
qui fait partie des directives européennes, donc sur Natura 2000, qui avait des balades canoë. Alors, ce n'est pas des balades purement ludiques, c'est aussi patrimonial, écologique. Donc voilà, le but c'est d'attirer l'attention des touristes comme des Bessanais sur la richesse faunistique et floristique du fleuve Hérault. Dans ce même esprit, on a lancé avec l'aglo une fête de la nature sur le site est-sud-est du Biterrois, dont fait partie le plateau de Bessan, dont vous a parlé Christophe, qui lui agit sur la protection de ce site. Et nous avons mis des actions de l'information de la population par une balade au sein de cet espace, et chaque année on est complet. Les déchets plastiques, nous en avons parlé, nous avons mis en place une plastuque. Elle a tellement de succès que chaque quartier donnait sa plastuque. Bon. Et on en oublie les bacs jaunes. Et j'en connais qui attendent la plastuque dans leur quartier et qui font des kilomètres pour amener leur plastique à la plastuque. Voilà. À côté de ça, nous avons donc adhéré une charte sur les routes propres avec le département, preuve qu'on ne travaille pas qu'intramuros, mais on travaille aussi avec le département et la région. Et on fait partie d'un appel à projet pour la protection du bassin versant de l'Hérault pour la réception des déchets plastiques. La lutte contre la pollution lumineuse, chaque année vous êtes conviés à une opération d'extension de l'éclairage public pour profiter de notre ciel étoilé. On fait venir des astronomes et puis l'association de protection des chauves-souris. Et c'est un peu plus de 50 personnes qui viennent, notamment des familles avec des enfants en bas âge. L'apiculture, on s'occupe des abeilles avec ça. Il y a certaines qui lui disent qu'on a le bourdon, mais nous, on a la protection des abeilles et des pollinisateurs. On a depuis 2020 2 labels consécutifs qui ont été obtenus et qui reconnaissent notre action dans ce domaine-là. Et je voulais souligner les animations qui sont prises en compte dans ce label par Mathieu sur la vie de l'abeille. Là, je vais vous parler maintenant de l'homme qui parle à l'oreille des arbres. C'est Joël. Voilà, donc Joël, il a une action concrète dans ce domaine, sur le patrimoine arboré, puisqu'il a comme action la surveillance et les demandes de travaux auprès de l'aglo, et la surveillance de ces travaux concernant notre patrimoine arboré, concernant aussi les interventions sécuritaires pour l'abattage des lagages sur le site des peupliers. Il s'est préoccupé de l'élagage des platanes sur la promenade, la base de la fontaine, la cour des écoles. Il s'occupe de la surveillance des travaux de plantation dans le cadre des arbres que le département nous octroie dans le cadre du projet 8000 arbres. Donc on a pu végétaliser certains espaces publics. Il a aussi fait des animations environnementales auprès des élèves du CP, CE1 sur la forêt et ses animaux. Il a procédé à des plantations de genêts sur le pas de tir des archers de la Tuque avec les collégiens. Il a animé avec Micheline une journée sur le thème de la Saint-Hubert, messe, bénédiction des animaux et repas, qui a attiré beaucoup de monde et qui sera, je dirais, innové au niveau de l'année 2024. Les coupures d'électricité, je ne sais pas si vous le constatez, on a moins de micro-coupures. Mais pourquoi? Parce que le réseau moyenne tension, comme vous voudrez, qui relie Bias à Bessan, qui alimente la commune sur 7 km, après des actions énergiques auprès de Enedis, démarré en 2017, parce qu'il y a un petit peu que ça se fait en claquant des doigts. Il a fallu agir auprès de Enedis fortement, énergiquement, avec l'appui d'Hérault-Énergie, pour qu'ils investissent 1 million d'euros et qu'on enfouisse tous nos poteaux de 20 000 volts. Il n'y a plus un poteau de 20 000 volts sur la commune qui soit en aérien, tout est enterré, et on a même enlevé des poteaux chez les particuliers. Voilà, donc vous devez avoir moins de micro-coupures, on a un réseau maintenant qui est fiabilisé. Mobilité électrique, voie douce, la piste cyclable Agde-Bessan, la méridienne, elle est le fruit, pas que d'un travail de l'aglo, c'est un travail participatif entre l'aglo et la commune qui a abouti à la création, à la mise en route de cette piste au début de l'été 2023. La mobilité électrique, c'est aussi des bornes de recharge. Quand on a installé la nôtre en 2017, on nous a pris pour des fous. On nous a dit, borne de recharge, vous allez acheter quoi avec on rechargeait 4 à 5 véhicules par mois. On en est à 40 ou 50 par mois au sel de la Croix de Redon. Il y en a 2 qui sont installés maintenant sur la zone de la Capucière, une de 50 kg, qui permet de recharger un véhicule en 30 minutes. Et il y a souvent des véhicules qui sortent de l'autoroute qui vont recharger et qui repartent. C'est la 4e borne la plus utilisée du département. Et il y a un projet de borne de 150 kg pour les gros SUV qui va être installé près d'Intermarché. En un quart d'heure, la voiture est chargée. Pas une Zoé, bien sûr. Voilà, donc à résumer, l'action municipale en termes d'écologie et de développement durable et contre le changement climatique, ça se construit de façon pragmatique à Bessan. Ce sont au quotidien du bon sens, des actions concrètes et surtout sans idéologie. Les papiers, je ne sais plus où j'en suis.
Il a quasiment tout dit en environnement, et c'est vrai qu'on fait énormément. Est-ce que vous avez des questions? Si c'est des questions techniques kilowatts, je laisserai Philippe répondre. On a parlé du solaire, justement. Et oui. Est-ce que, bon, j'imagine que ça va avoir un coût, mais est-ce que vous avez pensé éventuellement dans l'avenir à passer l'éclairage public en solaire? Je te laisse répondre, je connais rien du tout. Alors l'éclairage public en solaire, il est conseillé très fortement sur les voies douces essentiellement. Voilà, donc c'est pas adaptable à tous les réseaux d'éclairage public. Voilà, donc c'est positionnable sur des, je dirais, sur des endroits bien particuliers comme les cheminements piétons et les voies douces. Voilà. Et je rajouterais que ça aussi un coût. Oui, voilà, ça certainement un coût, mais ça se développera certainement, mais c'est assez rare encore d'en voir de manière généralisée. C'est une question. Mais c'est intéressant. Urbanisme, intercommunalité, c'est moi. Je vous dis simplement un petit mot parce que, et ensuite il restera les festivités, les travaux et le centre historique. Urbanisme, intercommunalité, simplement pour dire que nous ne sommes pas seuls. Pierre l'a dit, il n'y a pas que la commune, mais je voulais vous montrer quand même la construction de la caserne des pompiers. 2 casernes de pompiers sont construites en ce moment dans l'Hérault, celle de Nissan-les-Ancerunes et celle de Bessan pour l'ouest. Et il y a également Montpellier à l'est. Évoquer, décidément je ne suis vraiment pas gaucher, évoquer aussi l'étude que nous avons engagée, on y reviendra dans les années à venir, sur la requalification de la RD13, la traversée de Bessan. On a travaillé sur notre grand rue, sur le centre-ville. Nous allons maintenant véritablement engager ce projet-là dans les années à venir. C'est important, notre traversée de Bessan n'est pas exceptionnelle. Vous avez une différence là, sur l'avenue de la Victoire. Le même endroit, il y a quelques années d'écart entre les deux. Et bien, on rajoutera une 3e vue dans quelques temps. Je voulais également évoquer la digue. Là-dessus, la digue, en début d'année prochaine, il y aura une réunion publique organisée par l'ACLO. Ce projet n'est pas porté par la commune, mais la digue rapprochée avance. Et ces travaux, je pense qu'en 2026-2027, pourront être réalisés. Je voulais juste en dire un petit mot. Également, j'ai évoqué l'agglo, mais sans l'agglo, il n'y aurait pas la digue, il n'y aurait pas le service de l'eau, il n'y aurait pas les zones d'activité comme là, notamment dernièrement à la Grange Basse, il n'y aurait pas le réseau de transport amélioré, il n'y aurait pas l'office de tourisme, donc n'oublions pas que la commune n'est pas seule, et c'est parce que nous entretenons de bonnes relations aussi avec l'agglo que nous arrivons à avoir ces bons résultats. Voilà, je voulais simplement l'évoquer avec quelques photos et je laisse la parole à un domaine que tout le monde aime, Bessan, c'est Eric Millan, les festivités, les sports, la vie associative et les traditions. Bonsoir à tous. C'est avec un grand plaisir que je me tiens devant vous ce soir pour cette réunion publique. Ces 3 premières années de mandat ont été riches en défis, en réalisation et en moments de solidarité. Aujourd'hui, je souhaite revenir sur quelques-uns des moments clés qui ont marqué cette période. Dans le contexte difficile que nous avons tous traversé avec la pandémie du Covid-19, il était essentiel de maintenir notre soutien aux associations locales. Nous avons pris la décision courageuse de maintenir les subventions, reconnaissant ainsi leur importance vitale dans la vie quotidienne de notre commune. Il en est de même pour notre fête locale. Un événement ancré dans notre tradition a également tenu bon malgré la pandémie. Nous avons travaillé main dans la main avec les multiples intervenants, comité de fête, chefs de jeunesse, services de la mairie, forain, PM, gendarmerie, pour adapter les festivités, préservant ainsi la joie de célébrer ensemble. Ces efforts ont renforcé notre identité commune et notre esprit festif. Elle est maintenant de retour dans le centre du village, dans sa forme traditionnelle, pour notre plus grand plaisir à tous. Passons maintenant aux infrastructures. Je savais que tu lâches. Passons maintenant aux infrastructures sportives, symbole de notre engagement envers le développement du sport local. Tout d'abord, permettez-moi de vous parler de la création du City Stade, sur l'espace du terrain de Tambourin. Un espace dédié à la pratique sportive et à la convivialité. Ce projet, né de notre engagement auprès de nos habitants, a permis de promouvoir l'activité physique et de renforcer les liens intergénérationnels
sur une aire où les familles peuvent se retrouver pour partager des moments sportifs et ludiques. La réalisation des vestiaires Benjamin Taormine, ainsi que l'achat d'un barnon pour le stade Casalta, la création du clubhouse au stade Ibanez, ou encore l'éclairage remis en neuf sur le terrain de tennis, ont été des réponses concrètes à un besoin urgent, démontrant notre volonté d'agir rapidement pour soutenir nos associations sportives. La reprise du forum des associations a été un moment important. Nous avons soutenu le milieu associatif, reconnaissant leur rôle majeur qu'ils jouent tout au long de l'année pour nos habitants. L'ouverture au handicap est une valeur qui nous tient particulièrement à cœur. C'est pourquoi nous avons établi un partenariat avec le comité handisport de l'Occitanie, organisant 2 événements dans notre halle de sport. Le championnat régional de Beauchien et les finales de championnat de France de goalball. Chers Bessanais, ces 3 premières années ont été le fruit d'un travail d'équipe, d'une collaboration étroite avec vous tous. Nous sommes fiers des réalisations accomplies, mais conscients de l'ampleur des défis qui nous attendent. Ensemble, continuons à construire un avenir prometteur pour Bessan, en préservant notre esprit familial et en poursuivant notre engagement envers le bien-être de chacun. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Mian chasse l'autre, c'est Angèle qui prend la suite. Allez, on accélère, comme ça on terminera dans les temps. Travaux, sécurité routière et réseau. Et il y a de quoi dire. Bonsoir à tous. Donc, comme vous avez vu, chacun des différents chantiers ont ponctué ces dernières années notre village pour mieux l'embellir et le rendre plus sûr avec ses cheminements routiers et piétons. On va commencer par la route de Béziers. On en a parlé tout à l'heure au niveau des réseaux souterrains. Il nous a fallu attendre d'abord que tous les branchements soient faits, notamment le gaz qui vient de la centrale je veux dire, ah, je vais pas. Centrale de méthanisation. Tout à fait. Valoway, cherchez le mot. Voilà. Au niveau des réseaux électriques, il a dit aussi que l'enfouissement de la ligne aérienne traversant la partie ouest du village, sa mise en souterrain, qui a supprimé tous ces poteaux et ces câbles qui gâchaient le paysage, et pouvait être dangereux aussi pour les particuliers, et aussi un branchement supplémentaire depuis le parc photovoltaïque de la Valmal. Nous étions dans l'attente que tous ces réseaux soient passés pour pouvoir créer des nouveaux trottoirs, des pistes cyclables sur la continuité de la route de Béziers, et des enfants allant du chemin de Négacote pour rejoindre l'existant vers les groupes scolaires. Et puis aussi, nous avons fait une reprise de la voirie entre les 2 ronds-points, et bientôt, nous aurons la continuité des espaces verts en terminant le rond-point qui finit notre village. Les travaux du chemin des ânes. La création d'un trottoir pour une meilleure sécurité des piétons le long du chemin des ânes, fait par les services techniques. La création d'un trottoir sur le chemin de Sainte-Véziane aussi, ainsi que la réfection à cette voirie en enrobé. Et aujourd'hui, la récupération d'une partie des terrains des consorts Roc va nous permettre de sécuriser ce carrefour avec la rue du 18 juin et de continuer le trottoir à ce niveau-là. D'ailleurs, le déplacement du poteau électrique est en cours. Les travaux du boulevard de la Liberté. La réfection d'une partie du boulevard de la Liberté avec la mise en conformité des trottoirs et des stationnements réglementés pour une circulation plus fluide. Les chemins ruraux, on en a parlé tout à l'heure au niveau de la collaboration avec les viticulteurs. Et aujourd'hui, j'espère qu'ils sont contents de ces chemins qui ont été repris nous continuerons sur l'année 2024 la réfection de ces chemins-là. Nous avons aussi refait le chemin du COS qui mène à la salle d'activité de la Capucière. Ensuite, notre grand chantier du moment, la Grande Rue. Après la place de la Promenade, la place de la Mairie, vers la mi-décembre, nous verrons la fin des travaux d'aménagement de la Grande Rue. Nous espérons qu'ils seront terminés pour la fête de Noël, donc, qui devrait se dérouler du 15 au 17. Ils seront terminés. Nous nous engageons. Cette voirie que nous avons voulu agréable, apaisée surtout, avec ses trottoirs larges pour une meilleure circulation piétonne. Ces espaces verts, ces stationnements aussi, avec la volonté de permettre aux commerçants de travailler dans les meilleures conditions possibles,
Et nous les remercions pour leur patience pour tous ces travaux. Ensuite, pour continuer avec le boulevard de la Fraternité, dans un souci de rendre la circulation plus fluide et plus sécuritaire, les boulevards de la Fraternité et Lafayette vont être mis en sens unique avec un marquage de stationnement autorisé. Voilà, ça c'était quelque chose qui était attendu. On attendait que la fin des travaux de la Grande Rue soit finie pour pouvoir le mettre en œuvre. Et je pense que ça va dans le bon sens aujourd'hui parce que des voitures sont garées toujours d'un côté. Donc, Ensuite, sur le cimetière. Sur le cimetière vieux, les allées ont été réaménagées en partie avec un matériau appelé clapissette qui permet à la fois d'être perméable et compactable pour une meilleure circulation piétonne. Par contre, je le dis là, ces réflexions ont été refaites et il faut éviter d'y mettre des pots de fleurs à l'intérieur et de dégrader ce qui a été fait. C'est dommage d'avoir une circulation et des travaux qui ont été faits et de le détruire au fur et à mesure que c'est fait. Sur le cimetière nouveau, les aménagements ont commencé notamment avec la création de cavernes pour mettre aujourd'hui les urnes dans le sol et d'emplacements aussi pour les tombeaux, donc une ouverture sur la troisième partie du cimetière. Tous ces travaux sont faits en régie par nos services techniques. Parking Baldi. La création du parking de l'espace Baldi, qui nous permet d'avoir une zone de stationnement à proximité de notre centre-ville et de ses commerces, de l'EHPAD et tous les services administratifs. C'est une chance pour notre village et pour nos commerces d'avoir un parking aussi de proximité. Réfection des voiries. On engage tous les ans un plan pluriannuel de réfection des voiries et qui nous permet au fur et à mesure d'entretenir les rues de notre village avec aussi la création des trottoirs, la réfection des réseaux et il est bien évident qu'il nous faut attendre chaque fois que tout soit mis en place, les réseaux et autres, pour pouvoir faire rue après rue. Voilà. Donc ce que nous avons fait sur cette partie du mandat, c'est la rue des Jasses, la rue Jean-Jacques Rousseau, le chemin des Rompudes sur plusieurs tronçons, le chemin de la Croix de Redon, de le côté Chicanette jusqu'au ruisseau de la Valle, la rue de Sainte-Véziane, l'impasse de la Croix de Redon, le chemin des Ancélis et la route d'Orte. Le chemin de Tiracule. Pardon? Le chemin de Tiracule. Et le chemin de Tiracule aussi. Pour les bâtiments, donc Eric nous en a parlé tout à l'heure, la construction de nouveaux vestiaires au stade de Casalta, plus fonctionnel. Et pour le centre social ici, déconstruction de l'intérieur des anciens locaux et aménagement de salles de bureaux ainsi que d'un ascenseur pour la création d'un véritable centre social accessible à tous. Et je crois que j'ai fait le tour de la question. Si vous en avez des questions, je suis prêt à vous y répondre. Non, vous voyez, il y a beaucoup de travaux qui sont engagés. Et s'il y avait des questions pour dire et cette rue, et cette rue, et cette rue, on les fait toutes, mais on prend le temps aussi en fonction des moyens. Et comme l'a dit aussi Angèle, des contraintes techniques. Quelquefois, si on ne refait pas encore le chemin de la Croix de Redon ou le chemin de la Monadière, c'est qu'il faut que l'agglo avant refasse les réseaux souterrains. Et quand ça sera fait, ça ne va pas tarder, ben on pourra refaire le dessus. Chacun sa partie. La dernière intervenante, si vous en êtes d'accord, Simone Dujaldon pour le centre historique, l'habitat, l'aménagement du territoire. Allez. Bonsoir à tous. Je ne sais pas, je sais pas si vous me voyez. C'est le pupitre qui est trop grand en fait. Voilà, c'est pas moi qui suis trop petite, ça c'est pas vrai. Alors en tant qu'élu délégué à l'aménagement du territoire, je vais vous présenter les actions conduites en deux blocs d'intervention, l'une qui porte sur le centre ancien et l'autre sur les zones à urbaniser. Il s'agit bien entendu d'avoir un bon équilibre entre les deux entités pour donc que Bessin se développe de façon harmonieuse. Donc en première partie, je vais vous parler de la requalification du centre ancien. C'est très important, tout le monde aime notre centre ancien et donc il faut s'en occuper, s'en préoccuper. Donc elle porte cette requalification, comme vous l'ont présenté mes collègues ici, sur la rénovation du bâti, sur l'organisation d'une nouvelle fonctionnalité en intervenant, comme le disait Angèle, sur les espaces publics, le maintien et l'activité commerciale, comme le disait Stéphane, et son embellissement.
Sur la rénovation du bâti, ben, il faut combiner plusieurs opérations pour être plus efficace. Et c'est ces opérations-là que je vais vous expliquer. Et que vous connaissez certainement déjà aussi. Donc il y a la réhabilitation des logements anciens avec l'appui technique et le montage au projet des travaux et de vos travaux et des subventions apportées par l'AGLO, par l'ANA, vous en avez déjà entendu parler, par l'ANA, par l'AGLO et par la commune. Donc ces opérations sont pour vous, propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs, qui mettez des logements en location. Vous pouvez en bénéficier, c'est l'AGLO qui porte cette opération, mais nous nous occupons de faire le relais terrain ici sur la commune pour vous accompagner dans des fois des méandres un peu administratifs, un peu complexes, ou techniques aussi. Donc le bilan de cette opération qui s'appelle OPA ou Objectif Rénove, peu importe le logo, sont des outils majeurs de la requalification des logements et le bilan d'ailleurs en est positif. Donc les propriétaires occupants sont aidés pour les travaux de rénovation, pour l'adaptation de vos logements au vieillissement, etc. Pour les travaux d'économie d'énergie aussi, donc pour améliorer votre confort de vie. Ils sont bien aidés puisque le montant des subventions peut atteindre jusqu'à 80% du montant de vos travaux. Ensuite, pour les propriétaires bailleurs, comme je vous le disais, ben là, on peut à peu près mesurer le niveau de subventionnement à environ 50% du montant des travaux. Donc, quand les propriétaires bailleurs rénovent leur logement locatif, qu'ils mettent en location. Une nouvelle opération qui promet d'être très intéressante démarrera à partir de janvier 2024 et ce pour les 5 ans à venir. Je ne sais pas si on avait mis des exemples, ça c'est plutôt les façades. Donc, est couplé à ce dispositif le guichet Rénov Occitanie de la région. Donc, pour la rénovation la plus spécifique énergétique des logements, et vous aurez des permanences qui se tiendront à Bessan en 2024, et je vous propose d'y participer, parce qu'elles vous aideront à choisir parmi tous les dispositifs qui existent, la prime rénov, l'éco-prêt, les aides des fournisseurs d'énergie, les CE, certificats d'économie d'énergie. Il y a quelqu'un à ce guichet Rénov qui est rattaché à la communauté d'Aglo qui va vous aider à choisir le dispositif qui convient le mieux à votre projet. Et couplé aussi donc à ces deux opérations, l'action sur le bâti dégradé. Donc là aussi, c'est porté par l'AGLO, comme le disait Stéphane tout à l'heure, nous travaillons de façon très rapprochée avec l'AGLO. Donc là, cette action se déroule de la façon suivante, c'est le locataire qui va porter plainte parce que son logement n'est pas satisfaisant. Donc le technicien de l'AGLO fait une visite, évalue les désordres et à ce moment-là, le propriétaire doit réaliser les travaux qui correspondent à la mise aux normes du logement. En 3 ans, il y a eu 12 signalements, 10 visites qui ont été réalisées. 7 logements n'étaient pas décents, n'étaient pas aux normes d'habitabilité qu'on appelle. Un logement était, donc ça c'est des cas plus importants de dégradation, était insalubre, et l'autre en état de péril. Donc ensuite il y a le permis de louer, donc vous avez peut-être entendu parler. Donc là c'est le propriétaire bailleur qui, avant la mise en location de son appartement ou au renouvellement de la location, quand un locataire part et qu'un autre entre dans le logement, doit avoir une autorisation de louer. De la même façon, le technicien de l'AGLO visite le logement, vérifie qu'il soit aux normes d'habitabilité et à ce moment-là, il délivre le permis de louer est délivré, il est signé par le président de l'AGLO. Donc 47 autorisations ont été délivrées et 18 sous condition de travaux réalisés. Donc sur 47, il y avait 18 logements où il y avait quelques travaux à réaliser qui ont été expliqués aux propriétaires et qui ensuite les a réalisés pour avoir le permis de louer.
Alors, plus connu parce que vu de l'espace public, l'action façade, vous avez un bel exemple là. Il s'agit de l'immeuble de Madame Gumez, la tatoueuse là, qui est installée dans la grande rue. Donc là, elle a donc, fait faire le ravalement de la façade et aussi la devanture commerciale. Elle a été aidée pour faire ces travaux. Donc il s'agit de l'action façade et de l'action devanture commerciale avec des aides particulières de la région, de l'agglo et aussi de la commune. Cette action rencontre vraiment un grand succès puisque plus d'une vingtaine, moi je table là-dessus puis on va lancer le pari, plus d'une vingtaine de façades seront à terme réalisées sur les axes prioritaires Grand Rue et rue de la République et rue des Cours. Mais beaucoup, vous l'avez déjà vu certainement en passant sur la Grande Rue, beaucoup de façades vont être réalisées sur la Grande Rue. Donc ça participe, puisque la commune refait l'espace public, ça participe aussi de l'embellissement de la ville. Sur le centre, j'ai oublié quand même quelque chose d'important, c'est que les subventions là sont de l'ordre de 75% du montant des travaux. Ce jusqu'au 31 décembre 2023. Non, il y en a qui se précipitent en ce moment. On essaye de tenir les dossiers. Sur l'hyper-centre ancien, c'est-à-dire autour de la rue des Cours, le centre le plus ancien de notre commune, une étude a été menée et nous mettons déjà en place une stratégie d'intervention sur le bâti privé en rénovation ou en démolition et sur l'espace public. Bon, bien entendu, on va se doter d'outils particuliers, de partenaires spécifiques et aussi de financeurs spécifiques. Donc notamment, on a renouvelé avec la région ce qu'on appelle le contrat bourg-centre et qui nous permet d'avoir des financements, des subventions sur les projets que nous menons. Donc déjà sur ce secteur-là, certaines rues ont été réalisées. La végétalisation, comme l'ont dit mes collègues, a démarré. Voilà, et espérons que ce ne soit qu'un début. La deuxième partie de ma présentation porte sur les zones qui sont à urbaniser. Parce que, puisque donc il y a des secteurs de Bessan, donc deux que je vais vous expliquer. Pour répondre donc, on a une population qui augmente, on a un besoin grandissant en logement, mais il s'agit de réaliser des secteurs qui soient confortables à vivre et qui soient des lieux ouverts à tous. Donc il y a le secteur Saint-Claude. Je ne sais pas si voilà, vous l'avez là, l'aménagement prévu du secteur Saint-Claude, que nous avons nommé Terra Magma. Au pied du Mont Ramu, ça paraît correspondre, n'est-ce pas? Cet aménagement est structuré de façon assez singulière, c'est assez sympathique, on va dire, pour être plus simple. Et donc, il s'agit là de 4,7 hectares sur lesquels pourront être réalisés 90 logements. Des terrains à bâtir, des logements aidés et des lots pour l'accession à la propriété abordable, donc avec des prix plus bas que le prix du marché. Ensuite, donc l'aménageur, qui est SM Promojoc, a obtenu toutes les opérations, toutes les autorisations administratives nécessaires pour travailler. Donc, il va commencer l'aménagement. L'aménagement sera réalisé en 2024-2025 pour une commercialisation des lots en 2024, puisque les lots à bâtir seront commercialisés et puis vendus à partir de 2024. Et les constructions pourraient voir le jour vers 2026. Nous avons collaboré donc avec l'aménageur, puisque nous sommes sur un système de ZAC qu'on appelle zone d'aménagement concerté. Ça veut dire qu'il y a un partenariat très rapproché entre l'aménageur et la municipalité et la commune. Et nous avons pu partager avec lui
Les choix au niveau des voiries, le choix des couleurs, le choix des matériaux, au niveau des végétaux aussi, au niveau des arbres, la création particulière d'espaces, je ne le vois pas nettement ici, mais il y aura 2 espaces de jeu et de détente. Voilà, donc ce secteur a la particularité aussi, est ouvert à tout un chacun et pourra être facilement traversé pour pouvoir accéder au Mont Ramu et tous ces secteurs de promenade, pour être traversé à pied ou en vélo, c'est prévu dans l'aménagement. Le deuxième secteur à urbaniser, c'est pas des moindres, c'est le secteur numérique. Dans le secteur numérique, c'est pas l'Amérique, hein. Non, c'est mieux Bessin que l'Amérique d'ailleurs, mais c'est le secteur qui est entre la Grange Basse et la voie rapide. Est-ce que vous voyez où c'est que je me situe? Sous Intermarché, merci. Voilà. Donc 2 réunions publiques ont eu lieu et à ces réunions publiques, vous avez déjà vu le projet qui a été élaboré par l'organisation de l'espace, qui a été élaboré pendant la période des études qui ont été menées. Ce secteur a de fortes contraintes environnementales parce qu'il est le réceptacle des eaux de pluie du Mont Ramu, etc. Et puisque bon, il y a des petites bébêtes à protéger aussi. Ah, pardon. Voilà, donc ce secteur représente une surface d'une vingtaine de mètres carrés. Il y serait construit de l'ordre de 500 logements. Tout ça, c'est des ébauches. 20 000 mètres carrés. Ah, 20 000. C'était 20 hectares que j'avais marqué. C'est ça, ça correspond. Voilà, donc c'est 20 hectares. Hein. Donc là aussi, structureront cet espace des grands lieux de convivialité, des grands lieux de détente aussi. C'est pas que de l'urbanisation bétonnage, bien entendu. Le risque sera porté par l'aménageur que nous aurons loisir de choisir d'ici la fin de l'année, le risque financier, mais bien entendu sous la maîtrise communale. Tous ces projets se font aussi sur la maîtrise communale. Le choix de l'aménageur va se faire d'ici la fin de l'année sur une opération qui est assez complexe. Ce projet phare donc, pour Bessin, de par son importance, va se réaliser en plusieurs phases, bien entendu, hein, donc étalé dans le temps, et c'est à l'horizon à peu près 2029 que les premiers logements seraient construits. Voilà ce que je voulais vous présenter sur les projets structurants bessanais. Et voilà, je ne sais pas si vous avez... Merci Simone. Une bonne adéquation entre le centre ancien et les quartiers. Est-ce que vous avez des questions avant que je clôture, hein? Je sens que vous sentez l'apéritif arriver. Mais on avait 3 années quand même à vous présenter, donc c'était pas rien. Je voulais simplement vous dire un petit mot sur quelques aspects financiers. Tout ce qui a été dit, il est fait parce qu'il y a les finances pour le faire. Et c'est de plus en plus compliqué. Ça, c'est un extrait de ce que vous aviez dans un précédent journal de la TUD. C'est particulièrement compliqué de pouvoir encore, on va dire, arriver à équilibrer ces budgets. Nous avons promis de ne pas augmenter les taxes locales, vous le savez, il ne nous reste plus que la taxe foncière aujourd'hui. Nous le ferons, nous continuerons comme ça jusqu'en 2026, même si la situation, elle est particulièrement tendue, et c'est pas si évident que ça. Recherche de nouvelles ressources, financement, c'est des sujets quotidiens, et je remercie Vincent Ricard, notre directeur général des services, qui depuis juillet 2021 est chez nous. Il fait partie aussi de notre gouvernement. Un petit mot sur la com, parce que j'ai conservé en termes de compétences la com, le site internet. Et vous avez là le nouveau journal de la TUC qui devrait, une nouvelle maquette magazine. Les élus ne l'avaient même pas vu, voilà. Ça aura lieu en janvier, grâce à Cyril et grâce à Mathilde, que je remercie aussi.
Alors, vous voyez, quelques photos. Je reprends, on n'en a pas parlé, mais on fait les cartes d'identité, les passeports en mairie de Bessan pendant ces 3 ans. Ça aussi, c'est une partie de notre bilan. Ce sont des exemples. Émilie a évoqué les fouilles, j'avais pas des photos pour tout. La 2e crèche, la route de Béziers a été vue, Tucantrouille, Ronnie en a parlé, Eric a parlé des bâtiments associatifs, voilà 2 rénovations au niveau du boulevard de la Liberté, le cimetière, le relais des vignobles, la culture, l'ascenseur de la Poste, la réfection de l'éclairage, le nouveau beffroi. C'était aussi pendant ce mandat, première partie du mandat, les nouveaux locaux pour la Croix-Rouge. J'ai voulu dire le chemin de Tiraquio parce que Angèle ne l'avait bien sûr pas oublié, mais il était là. Mais vous voyez, on essaye aussi de faire beaucoup. Des petites choses qui paraissent futiles, mais dans d'autres communes, quelquefois on nous dit mais vous avez eu l'idée de sécuriser notre marché qui a été aussi, André n'en a pas parlé, mais il agit beaucoup pour le développer. La RD28 qui a été également refaite avec le conseil départemental. Les filets qui vont être placés sur les grilles pluviales. On a parlé de l'élixir de santé, voilà, je voulais vous en montrer une photo tout à l'heure. Vous voyez, nous avons énormément de choses qui ont été faites, vous l'avez vu. Les actions sont nombreuses. La vision et le développement de la commune pour l'avenir, elle est claire. Hein. Je pense qu'elle est très claire, elle est partagée avec la population et nous essayons de le faire le plus souvent possible. Et je dirais même qu'avec tout ce qui a été engagé, nous sommes même allés au-delà de ce que nous avons d'ores et déjà. Hein, on est allé au-delà de ce que nous avions promis et nous ne sommes qu'à la moitié du mandat. Nous souhaitons que cela se poursuive ainsi jusqu'en mars 2026. Après, c'est d'autres étapes. De mon côté, et en qualité de maire et pilote de l'équipe, je souhaite maintenir l'esprit qui nous réunit. On allie, je crois, le sérieux, l'ambition pour Bessan. On dépasse tous les égos en toute convivialité et je continuerai à informer et à déléguer autant que possible tout au long de cette 2e partie du mandat. Nous allons maintenant, enfin vous allez dire, boire le verre de l'amitié parce que franchement il fait très chaud aussi. Alors on a un peu innové, il y a du Ricard, il y a du rosé bien entendu, mais il y aura aussi de la bière de Noël et il y aura aussi du vin chaud avec des pretzels. Vous voyez, on se met un petit peu au goût du jour. Bonne soirée et merci à toutes et à tous.